notre cinquième et dernier rendez-vous de la série de rencontres virtuelles sur le potentiel de l'innovation et du développement technologique pour la relance économique, série organisée en collaboration entre le ministère de l'Industrie et le projet Innovi EU for Innovation. Aujourd'hui, nous allons clore cette série de rendez-vous avec le thème du financement de l'innovation et plus spécifiquement l'importance du financement des startups comme effet de levier de la relance économique post-crise. Je me présente, je suis Mazen Al-Kassem, expert technique international avec Expertise France et votre modérateur pour aujourd'hui. Bienvenue à nos experts et intervenants, Madame Bouthaïna Benyarlan, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, Monsieur Praïs Mejeli, le directeur général de l'innovation et du développement technologique au ministère de l'Industrie, Madame Sylvie Cognot, responsable du domaine expertise à l'international au sein de BPI France, Madame Mouna Aoun, secrétaire générale de KissKissBankBank, Monsieur Mohamed Slahafrat qui va nous rejoindre le directeur général Afrique du Nord de l'UGFS, United Gulf Financial Services, Madame Myriam Zine, directrice d'investissement chez Smart Capital, Monsieur Yahya Bouhlel, CEO de GoMyCode, Monsieur Amin Fris, CEO de Factoria, et Monsieur Saïd Bejlili, CEO de Bumper. Bienvenue à tous et merci encore d'avoir accepté notre invitation pour ce cinquième volet de la série Innovation et développement technologique pour la relance économique en Tunisie. Avant de commencer, et comme à mon habitude, je me permets de préciser à nos participants qu'à tout moment pendant le webinaire, vous avez la possibilité de soumettre vos questions à nos invités. Pour ce, tapez simplement votre question dans le Q&A au bas du panneau de configuration. Ou pour les nombreuses personnes qui nous suivent sur le Facebook Live, vous pouvez aussi soumettre vos questions via les commentaires. Si le temps le permet, nous aborderons autant de questions que possible lors de la session des questions-réponses à la fin de notre webinaire. Et sans oublier que ce webinaire est enregistré, et bien sûr partagé sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux, ainsi que celles de nos partenaires. Donc cette série de discussions et d'échanges, donc ce dernier volet, s'insère dans le cadre du projet Innovi, EU for Innovation, projet financé par l'Union européenne à hauteur de 14,5 millions d'euros et mis en œuvre par Expertise France, l'agence française de coopération technique internationale. Le projet, qui a une durée de 5 ans, qui a commencé en juillet 2019, a pour objectif général de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie à travers le renforcement, la structuration, la pérennisation et la valorisation de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et ce, en étroite collaboration avec 12 partenaires institutionnels tunisiens, 4 européens. En période de crise, c'est connu, les investissements dédiés à l'innovation sont toujours menacés, et très souvent, ce sont les premières dépenses à être reportées ou même arrêtées. Pourtant, c'est dans les périodes de crise comme celle que nous vivons depuis presque un an que l'investissement dans l'innovation est particulièrement vital et essentiel pour, dans un premier temps, faire face à la crise, survivre, et dans un second temps, pour contribuer à en sortir. Donc, qu'elle soit de procédés, de produits, de commercialisation ou d'organisation, l'innovation, comme elle est définie par le manuel d'Oslo, contribuerait notamment à développer de nouveaux produits et services en lien avec de nouvelles façons de consommer, contribuera à changer les modèles économiques pour s'adapter à un nouveau contexte, à un new normal, à relancer la demande et à nourrir la compétitivité. Aujourd'hui, nous aborderons avec nos invités les différentes dimensions du financement de l'innovation. Quel effet peut avoir une politique dynamique de financement sur la relance économique? Et plus particulièrement, nous essaierons de comprendre quel rôle essentiel jouent les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs du secteur privé, dans l'incitation et la promotion de l'innovation en Tunisie. Nous aurons aussi l'opportunité d'avoir un aperçu de l'expérience française sur ce sujet et les témoignages de start-up tunisiennes sur le parcours de financement. Comme pour les autres webinaires, notre discussion se déroulera en 2 temps. Un premier tour de table, pendant lequel chaque invité aura 5 minutes pour répondre d'une façon assez concise et de son point de vue à la question du webinaire, le financement de l'innovation, levier de la relance économique en Tunisie. Et dans un second temps, chacun de nos invités partagera avec nous une recommandation mettant en avant comment une politique de financement de l'innovation et ses outils peuvent contribuer à la relance économique en Tunisie dans un contexte de crise. Et bien sûr, nous essaierons de répondre à plus de questions possibles dès qu'on a fini le tour de table. Et sans plus tarder, je vais commencer par vous, Madame Sylvie Cognot. Vous êtes la responsable du domaine expertise à l'international de BPI France. Et nous aimerions savoir, dans un premier temps encore, comment un organisme tel que BPI France procède en termes de financement d'innovation. Et dans un deuxième temps, dans un contexte aussi particulier que celui que nous vivons, en ce moment, quelle
outils de financement sont nécessaires pour une redynamisation de l'économie nationale? Madame Cognon, c'est à vous. Merci beaucoup Mazem et c'est avec beaucoup de plaisir et un honneur pour moi d'introduire ce sujet. Et, je suis Sylvie Cognon, je travaille à la direction internationale de BPI France, dirigée par Madame Isabelle Bébéard, et nous avons eu l'occasion plusieurs fois de travailler avec vous à- en Tunisie sur les différents projets que la Tunisie met en œuvre pour dynamiser l'écosystème et financer l'innovation. Donc, merci beaucoup de m'inviter. Alors, au niveau français, chez BPI France, nous sommes effectivement une banque publique d'investissement qui regroupe, c'est un modèle assez inédit quand même, puisque au sein de BPI France, on regroupe toutes les activités, tous les modes de soutien des entreprises, puisqu'on est à la fois une agence d'innovation, on est une banque de développement qui fait du crédit, on fait de la garantie aux investisseurs et aux banques, on est une agence d'assurance export et on fait de l'accompagnement. Donc c'est assez, c'est très complet. Et enfin, bien évidemment, excusez-moi d'oublier cet aspect, c'est l'investissement. On intervient en fonds propres dans les entreprises, soit directement, on a des fonds directs, notamment dans le domaine de l'innovation, soit par des fonds de fonds, avec des fonds sous-jacents partenaires. Donc, on intervient à tous les niveaux et dans tous les cadres possibles favorables au soutien de l'entreprise. Alors, sur le financement de l'innovation, justement, on intervient à la fois en financement classique, ce qu'on appelle le financement classique, c'est-à-dire le crédit pour développer les entreprises, mais on intervient en aide à l'innovation, c'est-à-dire l'activité des agences d'innovation et aussi en investissement en fonds propres dans les entreprises. Donc, le financement de l'innovation, ça a quoi comme spécificité? C'est qu'il faut traiter à la fois le financement de l'entreprise, il faut traiter le financement des projets et avec des instruments qui sont adaptés justement à la maturité de l'entreprise et à la maturité du projet. Donc, on essaye de faire un cocktail de cela pour aboutir au progrès, au soutien du progrès, du développement du projet et du développement de l'entreprise. Alors, le soutien de l'entreprise, c'est d'abord le soutien à la création de l'entreprise. Donc, on a beaucoup de dispositifs qui soutiennent et qui encouragent la création d'entreprises innovantes, notamment un concours avec le ministère de la Recherche organisé depuis plus de 20 ans et qui promeut la création d'entreprises de technologies innovantes donc dans le territoire et qui soutient des initiatives de création, surtout par les chercheurs en fait. Donc, et au-delà de ce concours, on a des aides à la création d'entreprises, ce qu'on appelle les aides à la faisabilité. Mais bien sûr, une fois que l'entreprise est créée, bon, on peut dire que c'est une start-up, donc on a différents instruments pour la soutenir et pour investir éventuellement dans cette start-up par nos fonds directs. Et puis après, la start-up grandit, devient une PME et donc on va aussi l'accompagner en tant qu'entreprise innovante dans son développement. Maintenant, sur les projets, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une approche en matière de financement de l'innovation, on a une approche projet, c'est-à-dire qu'on va soutenir et financer des projets dans leurs différents stades de développement. Et alors, si on prend le projet d'innovation, on peut dire qu'on va intervenir au tout début, avant même que ce soit un projet d'innovation. On va essayer de valoriser les inventions des laboratoires, des organismes publics de recherche, détecter des projets, détecter des inventions ou des travaux de recherche qui seraient susceptibles d'être transformés en innovation. Et donc, le processus de transformation de l'invention à l'innovation, ça passe par
un réseau de SATT, ça veut dire Société d'accélération du transfert de technologie, qui est un réseau qui est assez récent et qui est le mode français en fait de transformation des inventions de labo, si j'ose dire, en projet d'innovation par tout un processus de ce qu'on appelle la maturation du transfert de technologie. Ensuite, en sortie de SATT, en sortie de Société d'accélération du transfert de technologie, on peut dire qu'il y a 3 modes de sortie. Soit on crée l'entreprise, véritablement, soit on licencie le savoir-faire ou les brevets qui ont été pris, soit on participe, soit l'équipe de recherche participe à des projets collaboratifs, par exemple des grands projets européens, etc. Donc là, après, BPI France intervient directement si l'entreprise est créée et va soutenir donc l'entreprise et le projet. Et par des instruments, donc c'est mon troisième message, des instruments, le premier étant le soutien à l'entreprise, le deuxième étant le soutien au projet, et le troisième, c'est donc par des instruments adaptés à la maturité de l'entreprise et du projet. Alors, grosso modo, pour nous, on considère que, grosso modo, dans les projets, il y a 3 phases très importantes, c'est la faisabilité, le développement du projet et le lancement industriel et commercial, le lancement de l'innovation sur son marché. Et donc, grosso modo aussi, on peut dire qu'il y a 3 types d'instruments adaptés à ces 3 phases. Le premier type d'instrument de soutien, en faisabilité, c'est la subvention. Et donc, en tant que bailleur public, financeur public, on intervient typiquement là en défaillance de marché. C'est-à-dire que quand on est en faisabilité, il n'y a pas de perspective de revenus. Donc, on ne sait pas si ça vaut le coup de développer ce projet ou pas. Et ce sont ces travaux de faisabilité qui vont démontrer la pertinence d'aller plus loin. Et donc, là, il n'y a pas de perspective de revenus, on ne sait pas, et c'est très risqué parce que, justement, les investisseurs privés ne veulent pas y aller parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir du projet. Donc, c'est le rôle du financeur public d'intervenir en subvention. Là. Ensuite, après, si le go est bon, si il y a le feu vert, donc l'entreprise poursuit son projet en le développement, technologiquement parlant. Donc, c'est la phase technique de développement du projet. Et là, très souvent, on intervient en mode avance remboursable, c'est-à-dire que l'avance qu'on verse est remboursée si le succès intervient à l'issue du projet technique. Donc, dans cette phase-là, il y a encore du risque technique, il y a du risque commercial. C'est pour ça qu'on intervient en avance remboursable, qui est un bon instrument de partage de risque. Et enfin, quand on est en lancement de l'innovation sur le marché, là, l'entreprise n'a plus de risque technique, mais il reste quand même un risque commercial, puisque c'est une innovation qui n'a pas prouvé sa pertinence et en tout cas son attraction pour être vendu et acheté. Donc, il reste encore un risque commercial. Et là, souvent, on intervient en prêt parce qu'il n'y a plus de risque technique. Néanmoins, les conditions du prêt sont avantageuses. Soit c'est un taux réduit, bonifié, soit c'est un prêt qui dure assez longtemps et qu'on propose sans garantie à prendre sur le patrimoine de l'entrepreneur ou de l'entreprise. Donc voilà, grosso modo, pour nous, le financement de l'innovation, c'est ça. Mais on intervient à différentes phases aussi du développement de l'entreprise, notamment en equity, en investissement en fonds propres. Donc, il n'y a pas seulement des instruments de financement qui sont les aides à l'innovation et les prêts, il y a aussi, mais d'une manière beaucoup plus restreinte, des interventions en fonds propres. Et pour terminer, je dirais que la stratégie de financement de l'innovation de BPI France a toujours été d'essayer de trouver et de proposer aux entreprises un continuum de financement, c'est-à-dire quelle que soit l'étape dans laquelle l'entreprise se trouve et l'état d'avancement du projet, on essaye de proposer un instrument qui permet de fluidifier le progrès du projet et l'avancement de développement de l'entreprise, qui permet qu'à chaque étape, elle ait une proposition de soutien de notre part. Et par ailleurs,
on essaie au maximum d'attraire aussi les investisseurs privés, les financeurs privés, les banquiers, les banques commerciales, le plus tôt possible dans un cofinancement avec nous. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Parfait. Merci Sylvie, merci pour toutes ces informations. Je vais passer à M. Praïs Mejri, directeur général de l'innovation et du développement technologique au sein du ministère de l'Industrie, et avec qui, comme vous le savez, nous collaborons sur cette série de discussions et d'échanges. M. Praïs, à votre avis, quel doit être le rôle des pouvoirs publics dans l'incitation et la promotion de l'innovation en Tunisie durant cette période de crise? Et si vous avez, vous pouvez partager faire un partage d'écran si vous avez slide. On vous entend pas. On vous entend toujours pas, c'est Praïs. Votre micro. Voilà, c'est activé maintenant. Ça va? Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que c'est bon? Parfait. Voilà. Donc, je voudrais juste intervenir pour présenter un petit peu l'état des lieux de financement de l'innovation en Tunisie, en essayant en fait de préciser les principales faiblesses des mécanismes de financement qui existent actuellement. En fait, je vais présenter essentiellement trois constats que j'ai pu remarquer, relever pour le financement de l'innovation en Tunisie. D'abord, quand on parle de financement de l'innovation, on utilise souvent un indicateur international qui s'appelle l'intensité RID. L'intensité RID. En fait, l'intensité RID, c'est en quelque sorte l'effort de toute la nation, d'un pays, pour promouvoir et relancer l'innovation, et ça exprime en fait les dépenses en pourcentage par rapport au PIB. Les dépenses, qu'elles soient publiques, privées, par des nationaux ou des étrangers. Et en ce sens, on parle de dépenses intérieures de recherche et développement, ou des dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises, DIR2, ou pour les administrations, DIRDA. Pour la Tunisie, les financements de l'innovation sont un peu faibles par rapport à ce qui existe à l'international. En fait, à l'international, on parle pour les champions de financement de l'innovation. En fait, on les classe généralement en trois groupes. Ceux qui dépassent les 4% et sont généralement des pays qui financent, qui mettent l'innovation au cœur de leur système de développement économique, tels que la Corée du Sud, le Japon, Israël, quoique le Japon un peu moins, et ceux qui sont dans la fourchette 2-3 et qui sont ceux qui sont des pays qui sont très impliqués dans l'innovation, mais qui ne sont pas les vrais leaders à l'échelle internationale, et ceux qui sont au moins de 1%, qui sont vraiment, ne sont pas vraiment des économies axées sur l'innovation. Bien évidemment, ce graphique-là cache quelque part l'ordre de grandeur au niveau du volume d'investissement, car c'est un pourcentage, mais le PIB, bien évidemment, le PIB des États-Unis à 20 000 milliards de dollars ou de la Chine 13 000 milliards de dollars, on ne peut pas le comparer en termes de pourcentage par rapport au budget de la Tunisie, le PIB de la Tunisie qui est 39 milliards de dollars. Pour la Tunisie, c'est un investissement faible. Plus précisément, en 2018, selon les statistiques de l'OCDE, on est à 0,6%. Bien évidemment, par rapport à la carte mondiale, par rapport à ce qui existe à l'international, on n'est pas un pays qui a l'innovation au cœur de son modèle de croissance, mais ça reste, car même à niveau de l'OCDE, c'est 2,3 ou 2,4%. Mais au niveau de l'Afrique, au niveau du continent africain et même dans la région MENA, on reste plus ou moins compétitif. Nos vrais challengers sont l'Afrique du Sud à 0,8%, le Maroc 0,7%, l'Égypte 0,7%. Donc, on est quelque part compétitif par rapport à l'Afrique, mais ça reste le financement de l'innovation en Tunisie
est faible par rapport à la norme ou aux standards internationaux pour être réellement compétitif à l'international. Mais allons encore plus loin sur ce type de financement qui existe en Tunisie. Le deuxième constat, et là j'interviens sur le deuxième constat, c'est que le financement en Tunisie de l'innovation est tiré essentiellement par le secteur public. En ce sens, si on voit à l'échelle internationale comment est orienté le financement, c'est généralement un financement tiré par le secteur des entreprises. Comme vous voyez là-dessus, la majorité des pays développés, dans la moyenne de l'OCDE, c'est presque 70 à 80% des financements de l'innovation sont exécutés par les entreprises privées. L'État concourt un peu moins, beaucoup moins en toute façon, mais également il y a d'autres secteurs comme l'enseignement supérieur qui est privatisé dans certains pays et les institutions et les organisations scientifiques et les institutions sans but lucratif qui participent également dans l'effort national de recherche et développement. Donc, la tendance d'une économie tirée par l'innovation, c'est que le privé est le moteur de croissance et de dépenses à l'échelle du pays, chose qui n'existe pas en Tunisie dans le sens où notre économie est une économie plus ou moins protégée de sous-traitance ou de rente qui favorise l'investissement, qui ne favorise pas un investissement de recherche et de développement et un investissement dans l'innovation. Si on est protégé, si on n'est pas exposé à un risque de survie et d'existence, on n'est pas tenté à dépenser dans l'innovation. Les entreprises qui travaillent, par contre, dans un milieu concurrentiel et qui sont orientées vers le marché international, notamment les entreprises offshore en Tunisie, c'est là qu'on constate qu'il y a des dépenses et une implication de ces entreprises-là dans le financement de l'innovation. Et ça se voit, par exemple, dans ce qu'on appelle les exportations à forte intensité technologique. Donc, c'est les entreprises qui, à travers leurs dépenses de recherche et développement et leur contenu technologique, elles contribuent à vraiment améliorer l'indicateur d'exportation à forte intensité technologique. Cet indicateur qui reflète le pourcentage des biens manufacturiers, le pourcentage des biens technologiques par rapport aux biens manufacturés. Ici, on voit que la Tunisie, par exemple, c'est le pourcentage des biens manufacturiers par rapport aux exportations totales. En Tunisie, notre exportation totale, c'est presque 7% en 2019, 6,9%, alors que dans d'autres pays, l'intensité des exportations technologiques sont à l'ordre de 30% en Chine, 19% aux États-Unis, 26% en France. En Afrique, le Côte d'Ivoire sont 11%, l'Afrique du Sud, etc., le Maroc, l'Égypte sont les leaders à l'échelle du continent africain. Donc, pour récapituler, le financement est tiré essentiellement par le secteur public et ce n'est pas le secteur privé, sauf ceux qui sont impliqués ou qui sont face à la concurrence internationale. Mais si l'on analyse encore davantage le financement de l'innovation par le secteur public, puisque le principal acteur dans le financement de l'innovation. Et là, on constate une faible gouvernance de financement de R&D. En fait, il y a plusieurs faiblesses que j'ai pu retracer à travers mon expérience à la direction générale de l'innovation et développement technologique. D'abord, c'est qu'il y a une multitude d'intervenants dans l'écosystème de financement. Il y a plusieurs intervenants. On va en parler tout à l'heure, les différents mécanismes qui existent en Tunisie. Il y a un écosystème ou des acteurs publics qui donnent des financements aux entreprises qui est très, très chargé et ça ne permet pas de donner une visibilité aux entreprises qui fait quoi. En plus, les montants, puisqu'il y a une multitude d'intervenants, les montants généralement sont des montants très, très faibles par rapport aux besoins des entreprises. Si l'on sache qu'il y a 700 laboratoires de recherche et un budget qui ne dépasse pas 34 millions de dinars pour les laboratoires de recherche et pour le financement de l'enseignement supérieur et des structures de recherche,
vous imaginez, on est presque en train de diviser ou de diviser de la misère pour les laboratoires de recherche et on n'est pas vraiment dans une logique compétitive. Et ça, encore une faiblesse, c'est que le financement n'est pas compétitif à l'image de ce qui existe à l'échelle internationale. Autre faiblesse qu'on a pu constater, c'est que le financement ne touche pas le cycle de vie d'un projet d'innovation. Un cycle qui commence par l'idée, par la formulation et par tout un TRL de maturité technologique. En fait, le financement, certains maillons faibles de cycle de vie d'un projet d'innovation, et surtout la vallée de la mort, la phase de prototypage, il n'y a pas vraiment des mécanismes solides qui permettent de financer l'entreprise. Également, il n'y a pas des priorités claires et raffinées pour l'innovation, pour le financement de l'innovation. C'est ce qui conduit en fait aux émiettements du budget. Donc, généralement, les orientations stratégiques sont tellement larges, donc énergie, eau, agriculture, agroalimentaire, etc. Donc, ce ne sont pas raffinés par rapport au potentiel régional et territorial et par rapport au potentiel des entreprises, ce qui conduit réellement à ne pas avoir un impact très important. L'intervention de plusieurs acteurs dans l'écosystème de financement, il sème la confusion entre les différents fonds existants et parfois le chevauchement entre les activités des différentes activités. Également, une autre faiblesse, c'est généralement ces fonds, lorsqu'ils sont octroyés, il y a encore une fois une difficulté pour dépenser ces fonds-là parce que les procédures de gestion sont tributaires à des règles budgétaires et à des contrôles de dépenses plus ou moins standards et du coup, ils ne collent pas avec le besoin d'un management clean, d'un management souple pour la recherche et pour l'entreprise. C'est ce qui conduit à une faible taux de dépenses de ces budgets qui sont encore faibles. Et une culture générale pour l'État, pour la dépense publique, qui est une culture d'aversion au risque pour aussi bien l'entreprise qui ne veut pas s'engager sur des budgets de financement de R&D, mais également pour l'État qui, quelque part, lorsqu'elle évalue les projets, elle ne prend pas en compte le risque d'échouer, qui est une condition sine qua non normale pour des projets de recherche et de développement. Ce n'est pas des dépenses publiques ordinaires. Donc, juste, je finis par là. Je vais vous donner quelques chiffres sur le financement, les chiffres sur le financement de l'innovation en Tunisie. Le VRR, c'est 34 millions de dinars sur une 2006-2020. Collabora, PAC, Mobidoc, PNRI, 6,8 millions de dinars. Le PIR, 1,2 million de dinars. Le mise à niveau, qui n'est pas dédié essentiellement à l'innovation, mais qui reste quand même un mécanisme très important pour le financement des entreprises, 745 millions de dinars. L'ITP, les investissements technologiques prioritaires, 110 millions de dinars. Ça constitue essentiellement 900 millions de dinars sur 20 ans. Donc, c'est un taux très, très faible sur 20 ans. Vous imaginez, si l'on divise par an, ça revient à quelque chose de très, très faible par rapport au financement de l'innovation. Ça, ce sont les montants effectivement débloqués pour les entreprises. Bien évidemment, les montants approuvés sont beaucoup plus. Merci, Sirfaïs. Je finis par là. Donc, il y a beaucoup de mécanismes qui sont sous la tutelle du ministère de l'Industrie, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, sous la tutelle de d'autres fonds privés. C'est tout un écosystème qui est très compliqué et c'est ce qui rend un petit peu le financement d'innovation un peu compliqué. Voilà pour l'essentiel de l'état des lieux de financement en Tunisie, de l'innovation. On fera après des recommandations pour améliorer le système. On reviendra sur les recommandations juste après. Merci Sirfaïs pour ces informations-là. Madame Boussaïna Benirlan, donc vous êtes la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, qui est un acteur incontournable depuis 2011 du développement économique et social
de la Tunisie. Madame Boutaina, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la stratégie de la CDC et les outils que vous allez mettre en place ou que vous mettez en place en termes de promotion de l'innovation dans ce contexte de crise? Merci. Merci. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et je salue cette démarche d'inclusivité qui a en fin de compte pour objectif de mettre en réseau et en discussion les acteurs et les entrepreneurs du changement pour une Tunisie d'avenir. Effectivement, la CDC est une institution publique. On peut dire qu'elle est récemment créée parce qu'elle a été créée fin 2011, contrairement à la Caisse française qui est créée il y a plus de 200 ans. Et donc, je salue ici Sylvie. BPI France, c'est 50%, c'est CDC, groupe CDC, effectivement. Et depuis la création, l'une des missions de la Caisse, c'est d'investir dans l'innovation. Et c'est pour ça que ce soit dans la doctrine d'investissement ou dans la stratégie de la Caisse, l'un des piliers, l'un des axes d'orientation stratégique est de soutenir les grandes transitions, les transitions majeures de la Tunisie, notamment la transition numérique et digitale. Et la CDC finance l'innovation d'une manière directe et indirecte. Comme ce qui a été dit par Sylvie, l'intervention de nos institutions se fait essentiellement en equity ou en quasi-equity, d'une manière directe ou indirecte. D'une manière directe, aujourd'hui, la Caisse finance, elle investit dans les technopoles en tant qu'infrastructure nécessaire pour le développement, l'infrastructure pour la recherche et développement, pour l'enseignement, pour les PME, pour les startups. Et donc, la CDC fait partie déjà du capital des sociétés de gestion de 6 technopoles en Tunisie. Parmi les 10 technopoles, je cite Novation City de Sousse, la biotech de Sidi Febet, la technopole de Sfax, qui est basée essentiellement sur le numérique et les multimédias, la Polytech de Gabès, le site de Medine et Borj Sedria, la technopole pour tout ce qui est développement durable. On finance également quelques PME qui ont un volet technologique et numérique, mais le plus gros, ça se fait d'une manière indirecte via des souscriptions dans des fonds d'investissement. La CDC aujourd'hui, elle est déjà souscripteur dans plus d'une vingtaine de fonds d'investissement et dont quelques-uns financent l'innovation, financent des PME technologiques, financent des startups. Je cite à titre d'exemple le fonds CDC Croissance, qui est géré par la société de gestion filiale de la Caisse CDC Gestion, Capitalise, géré par IGFS, et je salue par la même occasion aussi Mohamed Salah Frad, Swing et Azimu, géré par CAPSA, et qui finance plusieurs entreprises, plusieurs startups et entreprises technologiques. À titre d'exemple, la startup Enova Robotics est financée par ces fonds-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a dans notre portefeuille, que ce soit d'une manière directe ou indirecte, un certain nombre de PME et de startups financées via des fonds publics, parce que là, on parle d'institutions publiques qui jouent un effet de levier, parce que nous, on rapporte une partie et c'est le privé qui ramène ce qui reste. Et donc là, on joue, ce sont des fonds publics allant contre pour les startups, l'innovation, les PME technologiques, mais on joue aussi un rôle de levier pour essayer de lever et drainer des ressources privées pour l'innovation et les PME. Je cite en deuxième lieu notre intervention période Covid.
période Covid, une crise importante pour notre pays et pour tous les pays du monde. Donc, c'est une crise mondiale. Et la CDC a contribué dans une initiative qui a été menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, mais aussi en collaboration avec le ministère d'éthique, le ministère de l'Industrie et des PME, le ministère de la Santé et la TIC, dans une initiative d'appui à la recherche et développement et l'innovation, donc pour faire face à la pandémie. Et donc la CDC contribue dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale, dans son programme RSE, elle contribue de 2 millions de dinars pour ces initiatives-là, pour encourager la recherche et développement. Notamment, il faut souligner aussi que la CDC contribue dans tout ce qui est innovation pour les startups, parce que tout simplement, on veut faire on veut faire de l'innovation une force de la Tunisie, et comment transformer les investisseurs internationaux pour sécuriser un pipeline durable pour les startups d'impact et par conséquent mettre l'entrepreneuriat au cœur de la nouvelle Tunisie. Et c'est pour ça que dans la stratégie nationale de l'innovation et des startups, qui est basée sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier réglementaire et qui a donné lieu à la loi Startup Act. Il fallait noter que la Tunisie est le premier pays doté d'une loi spécifique pour les startups sur le continent africain. Et d'ailleurs, juste après, une année et demie après, c'est le Sénégal qui a adopté aussi sa loi. Le deuxième pilier, c'est le financement. Il ne suffit pas d'avoir une loi, il fallait le financement. Et c'est dans ce cadre-là que la caisse, la CDC, a été mandatée par le gouvernement pour mener à bien ce pilier de financement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé depuis 2018 avec une task force constituée par le public sous la tutelle du ministère d'éthique, le secteur privé et la société civile, pour mener à bien toute cette action qui a l'objectif que la Tunisie soit un hub de l'innovation. Et donc, la CDC a mené la structuration des mécanismes de financement avec l'appui de l'Agence française de développement. Et avec l'appui, on a eu comme prestataire BPI France pour la structuration de ces mécanismes-là, et qui a fait l'objet que l'un des mécanismes phares pour le financement de l'innovation et les startups, c'est le fonds de fonds. Le fonds de fonds ANAVA, qui est le premier fonds de fonds en Tunisie et dont le lancement est imminent. Donc, très prochainement, je peux le dire, et je salue là Mariam Zine, le directeur d'investissement de Smart Capital, qui est le bras exécutif de toute cette stratégie de l'innovation des startups pour les startups. Et donc, à part le fonds de fonds qui va être nourricier d'un certain nombre de child funds, et donc tout ça, ce sont des mécanismes tout à fait nouveaux en Tunisie et qui ont l'objectif d'appuyer et de soutenir ces startups. Mais il ne suffit pas aussi d'avoir la loi, la réglementation juridique, d'avoir le financement. On a pensé dans un cadre global et général l'écosystème. Nous tenons vraiment à l'importance de l'écosystème pour mener à bien toute cette stratégie
Et donc, il y a tout un volet de l'écosystème d'incubateurs, d'accélérateurs, d'incubateurs des LP, etc. Donc, tout ça, cette animation, ce dynamisme devrait être maintenu et c'est ça qui fera vraiment le plus par rapport à toute notre action. Je laisse sûrement le soin à Mariam d'en parler. Il y a aussi un volet d'inclusion régionale. On ne veut pas que cet aspect d'innovation et de start-up serait uniquement réservé à la capitale ou bien aux régions côtières. On veut bien que ça soit vraiment porté par tous les start-upers, par tous les entrepreneurs dans les régions, quelle que soit la place en Tunisie. Je ne veux pas accaparer la parole, je laisserai sûrement Mohamed Salah ou Mariam en parler. Je reviendrai par après dans les propositions pour d'autres volets, pour d'autres mécanismes qui, à notre sens, devront être des mécanismes complémentaires pour réussir toute cette façon de faire pour faire de sorte qu'on promouvoit davantage les solutions technologiques et qu'on fera le Made in Tunisia et par des Tunisian Brains. Merci, merci Madame Boutaina. Oui, c'est très important en fait. Hein, et puis donc on va mettre en place cet écosystème pour aider aussi à cette relance économique. Et je pense que Myriam, il y a un peu de pression là, donc je vais passer à vous. Et donc vous avez récemment rejoint, comme le disait Madame Boutaina, Smart Capital en tant que directrice d'investissement en charge du fonds Anava. Et donc comme on vous entend pas beaucoup, on vous entend pas bien, mais comme l'a dit Madame Boutaina, on aimerait avoir plus d'informations sur ce fonds de fonds. Qu'est-ce que le fonds de fonds Anava? Comment concrètement ce fonds contribuera à la promotion et au financement de l'innovation de la Tunisie? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Merci Mazen, merci pour l'invitation. Donc, je vais commencer effectivement par me présenter. Donc, Mariam Zine, directrice d'investissement chez Smart Capital, en charge essentiellement du fonds de fonds Anava. Donc, Smart Capital est une société de gestion de fonds agréée par le CMF et en même temps, elle gère le Startup Act et toute la mise en place de la stratégie nationale Startup Tunisia. Donc, le fonds de fonds est une composante de cette initiative nationale pour faire de la Tunisie un pays de start-up et qui ambitionne de faire émerger un écosystème dynamique des start-up. Donc, on va un petit peu parler de cette stratégie Startup Tunisia. Donc, le fonds de fonds s'insère dans cette stratégie nationale, comme l'a dit Madame Benyarlen, qui est conçue autour de 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est le Startup Act. Donc, le Startup Act, c'est le cadre juridique nouveau pour promouvoir les startups qui se lancent en Tunisie ou qui s'installent en Tunisie. Donc, le Startup Act est basé sur un label et il donne droit à un certain nombre d'avantages et d'incitations pour aider les startups. Donc, le deuxième pilier dans lequel s'insère le fonds de fonds, c'est Startup Invest. Donc, c'est un nouveau cadre d'investissement pour faire émerger un écosystème de fonds VC dédié aux startups et du coup à l'innovation. Donc, ce nouveau cadre repose sur 3 instruments. Donc, le fonds de fonds, on parlera un petit peu plus tout à l'heure. Un incubateur de sociétés de gestion, ça c'est aussi une nouveauté, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est dans nos projets. Et un fonds de garantie. Donc, avant de parler un petit peu du fonds de fonds, on va parler du 3e pilier. Donc, le 3e pilier, il est nommé Startup Empower. Donc, c'est tout le pilier qui permet un accompagnement des startups, aussi bien au niveau subvention, animation, connexion internationale et tout ça, pour que ce soit en fait, donc cette stratégie, elle est intégrée et elle permet à la startup d'être accompagnée, d'être financée, d'avoir le cadre juridique nécessaire.
Si on parle un petit peu du fonds de fonds Anava, donc c'est le premier fonds de fonds en Tunisie et en Afrique. C'est un projet national qui est soutenu par des bailleurs de fonds institutionnels de référence, donc on a un tour de table institutionnel de qualité. Le fonds de fonds apporte une solution aux problématiques de financement et d'internationalisation des startups depuis la Tunisie. Donc, Mazen, je pense, je ne sais pas si vous êtes encore là. C'est bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'un fonds de fonds? C'est un jargon nouveau, les gens ne comprennent pas nécessairement ce que c'est qu'un fonds de fonds. Donc, un fonds de fonds, c'est un fonds d'investissement qui investit dans d'autres fonds d'investissement. Donc, en tant que fonds d'investissement, Anava a ses propres bailleurs de fonds, toutes les spécificités d'un fonds d'investissement, mais au lieu d'investir directement dans des sociétés, ce fonds de fonds va investir dans des fonds d'investissement qui vont à leur tour, parce que Anava ne sera pas le bailleur de fonds unique pour ces child funds, donc ces sociétés de gestion ou ces fonds devront à leur tour lever des fonds. Et donc les montants seront importants et sur les 10-12 prochaines années, on pense qu'il y aura assez de financement pour toutes ces startups en equity et non pas en dette et avec des mécanismes dédiés à ces startups et qui les aideront à lever des fonds rapidement et à tous les stades de maturité, de développement de la startup, aussi bien pré-seed, seed ou early stage ou late stage. Et ça, c'est très important d'accompagner la startup pendant sa croissance et non pas donner un financement à une étape donnée et après la startup a des difficultés. Donc, évidemment, la durée d'un fonds de fonds est plus longue qu'un fonds ordinaire parce que le fonds de fonds a sa propre période d'investissement. Donc, il va investir dans des fonds d'investissement qui ont à leur tour une période d'investissement dans les startups et après, évidemment, avec les phases d'exit des fonds et qui doivent rembourser Anava. Donc, ce fonds de fonds s'étalera sur 20 ans et c'est normal. Donc, quel est l'apport de ce fonds de fonds? C'est de créer des fonds d'investissement spécialisés en VC et donc, comme j'ai dit, permettre à ces startups de trouver du financement et de l'accompagnement et les aider à se structurer à différents stades de développement et de maturité. Donc, tous les détails sur ce fonds de fonds, sa taille, sa vocation, toutes les informations seront disponibles évidemment lors du lancement du fonds de fonds, comme a dit Madame Benyarlen, très prochainement. Et toutes les informations seront disponibles et pour les candidats qui pourront évidemment soumissionner à ce fonds de fonds. Donc, pour revenir à notre sujet aujourd'hui qui est l'innovation, donc le fonds de fonds finance l'innovation par excellence puisqu'il est dédié aux startups. Donc, ces startups ont la capacité de croître très rapidement et de créer des emplois. Certes, c'est un choix risqué, mais c'est un choix à haute valeur ajoutée. Ça permettra une transformation disruptive de l'économie tunisienne dans tous les secteurs, aussi bien l'agriculture, la santé, l'éducation. Et c'est vraiment... on va miser sur de nouvelles formes de création. Je ne vais pas être longue, donc je vais finir juste par un exemple qui est l'Estonie. L'Estonie, c'est un pays qui a misé sur les startups et qui ont eu plusieurs licornes à fort impact telles que Skype ou Bolt ou d'autres sociétés qui ont concrètement développé contribué au développement économique du pays. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Myriam pour ces éclaircissements. C'est très important de savoir à quel mécanisme on va mettre en place pour cet investissement de l'innovation et du développement technologique. C'est bien sûr du travail sur du long terme qui va prendre du temps, mais qui va mettre les fondations pour l'après. Donc merci encore pour ces éclaircissements. Je vais passer à Monsieur Mohamed Salah Frad. Donc vous êtes le directeur général de l'UGFS North Africa, donc une société de gestion de portefeuille, mais vous êtes aussi le président de l'ATIC, l'Association tunisienne des investisseurs en capital. Monsieur Mohamed Salah, pouvez-vous nous définir un peu qu'est-ce que le capital risque, quelles sont ses limites, ses opportunités pour les startups et PME innovantes tunisiennes,
Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que vous pouvez, de par votre expérience, nous donner un peu quelles sont les compétences clés qui sont nécessaires aux start-upers tunisiens pour accéder au financement en général et au capital risque en particulier? Merci beaucoup pour cette invitation et cette belle rencontre parce que j'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce qui a été dit. Pour le capital investissement en Tunisie, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une soixantaine d'institutions financières, c'est pas mal. C'est une activité qui a aujourd'hui une vingtaine d'années d'existence. Nous avons un portefeuille, total portefeuille aujourd'hui qui couvre pratiquement 3 milliards de dinars. C'est 3%, pratiquement un peu moins de PIB tunisien, mais c'est encore peu parce que nos attentes sont beaucoup plus que ça. Je pense qu'on doit aller jusqu'à ce que je plaide toujours, c'est la barre symbolique de 10 milliards de dinars. Il faut aller jusqu'à 10 milliards de dinars pour dire que voilà, nous avons une contribution du capital investissement qui est quand même significative. Aujourd'hui, nous avons deux corps très importants dans notre métier. D'un côté, c'est les sociétés d'investissement. C'est un modèle un peu classique, ce qu'on appelle communément en Tunisie les SICAR, mais aussi depuis 2005, il y a eu une nouvelle loi qui a initié les sociétés de gestion de fonds. Ça n'a pas carburé au début, il y a eu quelques initiatives, mais à partir de 2010, et notamment avec la création de la Caisse de dépôt et consignation, qui était un élément catalysateur de la constitution de fonds de gestion. Aujourd'hui, nous sommes une dizaine, quinzaine, je dirais, de sociétés de gestion, mais je pense que d'ici quelques temps, je pense qu'on sera une trentaine de sociétés de gestion. D'ailleurs, je salue avec beaucoup d'intérêt l'annonce de Mariam sur l'incubateur, de sociétés de gestion. Donc, ça va quand même booster ce métier qui est déjà là aujourd'hui, on peut dire. Nous avons des investissements annuels de plus de 400 millions de dinars, entre 400 millions et 500 millions de dinars, c'est pas mal. Malheureusement, aujourd'hui, bon, ça c'est l'état de lieu, ça c'est le dessin global, mais malheureusement, ce qui va pour l'innovation aujourd'hui, j'ai vu la présentation de notre ami Qais, donc ce qui va n'est pas très très important. Nous ne sommes pas dans des niveaux d'allocation pour l'innovation qui sont significatifs. Aujourd'hui, tout le montant qui a été levé pour l'innovation, tout confondu, toute société de gestion confondue, ne dépasserait pas les 75 millions de dinars entre 3 ou 4 sociétés de gestion qui sont dédiées pour l'innovation. Sur un total de 3 milliards de dinars, vous pouvez imaginer que c'est trop peu. Donc la spécificité déjà de la Tunisie en matière d'innovation, c'est que c'est le secteur privé, c'est les sociétés de gestion privées qui ont commencé. Donc il y a eu quelques initiatives au début, ça n'a pas marché. C'est les initiatives privées qui ont commencé, qui ont un peu porté cette industrie vers le haut, donc qui était un élément catalysateur. Et c'est qu'après, avec la CDC qui est venue aujourd'hui financer quelques initiatives, mais je pense que le grand événement aujourd'hui, ça va être vraiment avec le fonds de fonds qui va être vraiment quelque chose de booster pour ça. Quand je dis le fonds de fonds, parce que les montants qui sont alloués sont au-delà de ce qui a été aujourd'hui alloué pour l'innovation, je dirais, par notre industrie de private equity. C'est quelque chose d'extrêmement important. La question qui va se poser, c'est quoi ça c'est au niveau de l'offre de capitaux, quoi de la demande. Et je dirais que la demande avec le Startup Act a été bel et bien justifiée si on regarde le niveau, je dirais le rythme d'octroi des startups, ça n'a pas arrêté, même en période de Covid. Plus encore, donc sur la période de Covid, l'écosystème des startups aujourd'hui qui a été constitué a pu aujourd'hui venir avec des initiatives. Madame Benirlen l'a mentionné au niveau du programme SAVE, mais qui était carrément un travail collaboratif entre tous les éléments de l'écosystème, entre société civile, entre associations professionnelles, entre sovereign fund, entre aussi smart capital, entre des bailleurs de fonds qui ont bien cru dans le truc. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, tous les piliers, tout confondu, d'un côté,
et ça, c'est le plus important, ça, c'est les acteurs principaux, c'est les start-upers. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'au niveau de la Tunisie, si on regarde un peu l'évolution des startups labellisées, on est encore aujourd'hui à plus de 400, plus de 400 startups labellisées. Je pense que c'est un rythme qui est soutenu aujourd'hui parce que nous, on refuse, je suis membre du collège aussi, donc on refuse des startups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se dit, voilà, il va falloir peut-être labelliser entre 20 et 25 startups par mois. On pouvait faire le plus, mais bon, c'est des questions c'est-à-dire de capacité, etc. Mais ça n'a pas arrêté. On a toujours agréablement surpris par cette tendance des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui sur la question de l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, donc sans pour autant qu'il y ait les financements nécessaires. Et c'est ça un peu le contraste aujourd'hui, le contraste de l'existant tunisien, mais c'est un potentiel en même temps. Donc il y a eu toute cette tendance positive, je dirais, vers l'innovation sans qu'il y ait vraiment les financements nécessaires. Parce que, par exemple, il n'y a que 25% des startups labellisées aujourd'hui qui ont bien bénéficié de financement auprès de private equity. C'est trop peu. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, même les startups labellisées qui ont eu un financement, il va falloir le donner des follow-on investments et notamment des follow-on investments aujourd'hui. Et là, je suis très, très heureux de voir la BPI France avec nous et tout le contexte donc, de nos amis bailleurs de fonds, etc., qui sont toujours derrière nous, pour justement aller sur un autre palier aujourd'hui. Lequel palier? C'est vraiment l'internationalisation de nos startups, leur donner la capacité aujourd'hui de se procurer quand même des ressources, que ce soit en dinars, que ce soit en devises, pour aller au-devant. Et j'étais en train d'entendre aujourd'hui, monsieur le ministre, j'étais très content. Lui, il parle de start-up et il dit qu'aujourd'hui, il va falloir donner aux start-up les capacités, par exemple, d'avoir un compte en devise et d'aller donc sur l'international. Et je vois que le discours politique, c'est en concordance donc, avec ce qui se passe sur le terrain. C'est quelque chose d'extrêmement extrêmement encourageant pour aller au-devant de ça. Pour récapituler sur le contexte aujourd'hui tuniso-tunisien du private equity, je pense que de plus en plus maintenant, il y a même des SICAR qui sont classiques aujourd'hui, etc., qui ont des stratégies innovation. On le voit aujourd'hui dans leur stratégie d'investissement. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a d'autres thèses aussi qui essaient de dire, j'ai entendu quelques acteurs aujourd'hui que je salue, qui disent aussi qu'aujourd'hui, les PME tunisiennes doivent avoir des stratégies innovation via les startups tunisiennes. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le troisième volet, je dirais, c'est l'internationalisation donc, je dis, des startups qui est devenue un must aujourd'hui pour notre petit écosystème qui doit devenir régional et global. Et c'est aussi grâce donc, au fonds de fonds qui, au passage, c'est le premier fonds de fonds en Tunisie. Hein, c'est nouveau. C'est le premier fonds de fonds et fonds en général qui est libellé en devises. Donc, ça ouvre vraiment la porte de l'internationalisation et de la globalisation de notre économie. C'est quelque chose d'extrêmement important et un must aujourd'hui pour notre écosystème des startups. Merci, Si Mohamed Salah. C'est très encourageant, c'est très positif. Donc, c'est bien. Ça donne le sourire dans cette période assez difficile. Et comme vous dites, donc c'était surprenant d'avoir. On a vu beaucoup de startups soit pivoter, soit se mettre en place, se créer pendant la crise. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait au départ, que la crise est aussi un moteur pour l'innovation. Donc, encore une fois, merci. Madame Mounaoun, vous êtes la secrétaire générale de KissKissBankBank, qui est la plateforme de financement participatif de la Banque Postale. Et donc, un des outils de financement alternatif de l'innovation est bien sûr le crowdfunding. On aimerait que vous nous donniez une petite idée de la valeur ajoutée que pourrait apporter cet outil alternatif de financement, que ce soit le crowdfunding en don, en prêt ou en equity, et sa vraie capacité à modifier en profondeur l'accès au financement des startups en Tunisie. Et puis, je vais, comme pour ne pas vous couper, je vais continuer sur ma deuxième question aussi. Et comme vous le savez, donc depuis un certain temps, depuis août, plus précisément depuis août 2020, la Tunisie a adopté sa loi crowdfunding. Et en ce moment, on est dans la phase de finalisation du cadre réglementaire, donc avec les décrets, les textes d'application. Donc, à votre avis, de votre expérience aussi dans ce secteur et sur le volet aussi cadre réglementaire,
Qu'est-ce que les décideurs doivent prendre en compte pour assurer un impact du crowdfunding dans le financement de l'innovation? Merci Mathène, bonjour à tous. Je suis ravie de faire partie de ce tour de table et de partager mon expérience française avec KissKissBankBank, donc la plateforme de crowdfunding généraliste, filiale de la Banque Postale depuis 2017. Donc le crowdfunding, vous le savez, est né du développement de l'économie d'Internet il y a une dizaine d'années. Et dans l'économie d'Internet a été rendu possible finalement l'ouverture sur le monde et des nouveaux modes de financement. Et la magie du crowdfunding, c'est les deux mots, c'est-à-dire crowd, la foule, les citoyens, et funding, c'est-à-dire la possibilité de lever des déduits intéressés par un projet entrepreneurial ou social ou sociétal. Et le crowdfunding permet ça. Comme l'a dit Mazen, il y a 3 modes de crowdfunding qui sont nés ces 10 dernières années. Le premier, le crowdfunding en don avec ou sans partie, également des préventes ou des précommandes, qui est devenu un outil assez intéressant pour faire Mouna, est-ce que tu m'entends? Ta connexion, enfin, je pense que ça a été en fait coupé. Donc on vient de perdre Mouna peut-être? Non, voilà. Je suis là. J'ai une petite instabilité de connexion. Donc le crowdfunding en prêt, et donc des citoyens vont vous faire confiance et vont investir dans votre projet. Et donc, vous prêtez de l'argent et vous leur rendrez l'argent. C'est le principe du crowdlending. Et puis, le crowd equity, et donc, ils vont investir dans le capital de votre startup. Donc, vous voyez comme ce qui a été évoqué précédemment, crowdfunding est un outil qui est complémentaire des solutions proposées par le financement de l'économie et de l'innovation. Vous m'entendez? Oui, mais ça coupe un petit peu en fait. D'accord, ok, je continue. Donc, comme tu me posais la question à la valeur ajoutée du crowdfunding, c'est en fait cette économie d'Internet, circuit court, donc la mise en contact d'une solution, d'un projet auprès des citoyens. Et donc, du coup, ça a une double valeur. D'abord, de test and learn. On a droit à l'erreur. Un projet crowdfunding est déposé sur la plateforme. Il est présenté à l'écosystème et c'est l'écosystème qui va le tester et d'une certaine façon le valider. Et donc, ça peut arriver en début, en amorçage, en préparation de d'autres solutions de financement qui ont été évoquées. C'est également une grande campagne de communication finalement gratuite, puisque le modèle économique des plateformes de crowdfunding font on se rémunère, la plateforme se rémunère sur les projets réussis, essentiellement sur le don avec ou sans contrepartie. Et donc, comme c'est un outil Internet, ça donne une fenêtre, un site Internet promotionnel qui permet de vendre son produit, de présenter son produit et donc, du coup, de se faire confiance en testant et en adaptant, si nécessaire, sa solution en fonction de la réussite sur cette campagne de crowdfunding Internet. Ça permet également de mobiliser des fonds extranationaux, notamment la diaspora pour la Tunisie. Il faut savoir que, comme l'a dit Mazen, la loi rend possible ce nouvel outil, mais les décrets d'application ne sont pas encore sortis. Et donc, du coup, ce n'est pas encore un outil réel en Tunisie. Et donc, des projets tunisiens existent déjà sur des plateformes internationales et notamment françaises. On en a recensé plus d'une centaine déjà financés sur des projets tunisiens, de Tunisiens et pas uniquement de projets de Tunisiens issus de la diaspora. Et donc, ça permet d'avoir plusieurs cercles de financeurs et de soutien à la fois sur le territoire et à l'international. De l'expérience de ces 10 ans, il y a une réelle valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée et ses bénéfices
sont de plusieurs natures. D'abord, le fait de rendre possible des projets sans finalement y perdre trop en porteur de projet par rapport à son endettement. Donc, j'insisterai bien sur cette notion de complémentarité. C'est bien un outil complémentaire qui peut commencer le projet là où on a eu des refus de financement par rapport à des solutions existantes. C'est aussi la rapidité. Et donc, il suffit, entre guillemets, de lancer sa campagne et de la préparer sur le site. Et ensuite, les financements arrivent dans la campagne qui est en général entre 30 et 45 jours. Et donc, ça a cet effet levier et rapidité qui est aussi important pour la confiance en soi des entrepreneurs, des start-upers ou des porteurs de projets, et également par rapport à la nécessité d'avoir une levée de fonds rapide. Ça permet de tester son produit une fois encore et donc du coup de pouvoir l'ajuster. Finalement, cette solution permet le droit à l'erreur parce que son produit peut un peu pivoter grâce à la foule qui va à la fois valider les côtés positifs et puis peut-être permettre de révéler les côtés négatifs ou en tout cas à améliorer. C'est aussi, je pense, et ça a été prouvé en Europe, un outil important pour donner de l'espoir à la jeunesse qui a envie d'entreprendre à défaut de trouver des jobs compte tenu de la situation économique. Et donc, du coup, plus cette solution est présentée, plus que présentée d'ailleurs, plus cette solution est arrimée à des incubateurs, à des écosystèmes de jeunes entrepreneurs, plus cette solution est intégrée dans le plan de lancement et de mise en marché de la solution. Et donc, du coup, ça permet aussi de faire grandir les entrepreneurs et de se tester au travers de cette solution avec une étude de marché clé en main. Et donc, c'est important que cette solution, comme tu le demandais, hein, sur quoi il faut capitaliser en Tunisie dans les mois à venir, faire confiance à sa jeunesse et lui permettre dans les incubateurs et dans les formations des entrepreneurs de connaître cette solution en complément des autres qui arrivent vraiment au début, de se dire que tester son produit auprès des clients, c'est finalement un acteur, une solution et une proposition très importante pour tester la valeur de son produit. Il est nécessaire de le faire connaître parce que c'est encore une solution qui gagne à être connue, qui n'est pas complètement connue. Et surtout, ceux qui le connaissent souvent un des bouts de la solution, mais pas la totalité des solutions, donc avec le don, les préventes, l'equity ou le lending. C'est aussi une façon de couvrir, ce qui est très important, un champ très divers de secteurs d'activité, puisque des projets de crowdfunding peuvent concerner des startups industrielles, des startups textiles, des startups dans le domaine du tourisme, des services, de l'agriculture et même des projets culturels. Vous savez combien c'est difficile de financer des projets culturels dans des périodes où l'économie est très tendue. Et donc, ça permet de donner à voir une diversité de solutions et d'innovations des jeunes et des moins jeunes. Et à cela s'ajoute également, au-delà de la diversité des secteurs, également l'empreinte et la territorialité. Ça rend possible et ça donne à voir de l'innovation au plus cœur des territoires. Et donc ça, c'est aussi important pour mobiliser des collectivités locales qui pourraient être sponsors ou mécènes de certains projets. Ça donne à voir aussi la richesse de l'innovation dans les différents territoires, justement, en lien avec la mer, la terre, les ressources locales et toutes les actions qu'un État peut mener sur les territoires pour rendre les territoires plus égaux en termes de développement économique et arrêter le clivage ville-campagne, par exemple. C'est très important en France et en Europe et je pense que c'est également très important en Tunisie. Voilà ce que je peux vous dire pour ne pas rallonger les débats et je serais ravie de répondre aux questions et de participer au deuxième tour avec les recommandations pour les enrichir.
Parfait, merci Mouna. Merci beaucoup pour ces clarifications sur le crowdfunding, qui est un outil important et que donc la Tunisie se prépare à l'opérationnaliser très, très prochainement. Je vais passer au côté un peu plus concret. Donc, on a parlé beaucoup des fonds, on a parlé capital risque, on a parlé donc crowdfunding, etc. Donc, on va passer au côté un peu plus concret. Nous avons aujourd'hui donc la chance d'avoir avec nous 3 startups tunisiennes qui vont témoigner, partager avec nous leur parcours et leur expérience en termes de financement. Et je vais commencer par Monsieur Yahya Bouhlel, le CEO de GoMyCode. Yahya, pouvez-vous nous décrire un petit peu votre parcours, les difficultés que vous avez rencontrées, mais aussi les succès que vous avez eus pour financer votre startup? Ok, très bien. Merci à tous. On a commencé GoMyCode il y a 4 ans aujourd'hui. GoMyCode aujourd'hui, c'est une EdTech qui forme sur tout ce qui est nouvelles technologies. On a formé plus de 8000 étudiants. On est aujourd'hui une équipe de 70 personnes qui travaillent en full-time sur le projet. On est présent à Tunis, Alger, Casa, Lagos, Côte d'Ivoire, Abidjan, Cairo et Bahreïn. Donc, on a des équipes partout. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, on a à peu près 1000 étudiants actifs qui participent au programme de GoMyCode. On propose des programmes de upskilling et reskilling sur tout ce qui est nouvelles technologies, sur tout ce qui est data science, développement web, intelligence artificielle, design, marketing digital. On a plus de 30 parcours d'apprentissage aujourd'hui. Et on a levé en tout dès la création plus de $1 million avec un family office en Tunisie, un Avacid Fund avec Flatix Labs et un fonds d'investissement qui est basé à Dubaï qui est Wamda Capital et avec d'autres investisseurs. Et c'était très compliqué hein, pour lever ce montant parce que le challenge, c'était toujours de créer de l'attraction et de développer, de challenger l'équipe sur nos KPIs et nos chiffres. Et en parallèle, on a bootstrappé pour 2 ans. Donc, on génère de l'argent et on a investi dans la boîte. Et on a fait ça pendant 2 ans. Donc, on était toujours sur 1 mois, 2 mois de trésorerie. Mais c'était très compliqué après d'aligner notre vision et ce qu'on veut faire avec la vision et les expectations des investisseurs. Mais voilà, c'est ça en fait. Mais bon, il y a plusieurs choses. Pour les investisseurs, c'est très important de prouver un trajet de croissance. Ça, c'est très important. Donc, pour nous, c'était toujours de créer de créer l'énergie et de créer la croissance avec MyCode et de challenger nos KPIs en termes de nombre d'étudiants formés, en termes de chiffre d'affaires généré et tout. Donc voilà. Deuxième point, c'était toujours de convaincre des investisseurs, par exemple, qui comme Wamda pour investir en Tunisie, et c'est très compliqué pour eux. Ils n'ont jamais investi, ils ne savent rien en fait sur le marché local, sur même les lois en Tunisie. Donc on a passé beaucoup de temps avec tout le monde en fait pour les convaincre pour investir en Tunisie dans la structure, parce que GoMyCode aujourd'hui c'est une structure basée en Tunisie. Après il y a la partie règlement et tout ça, parce qu'on a dû transformer la boîte en SA et ça a duré un peu de temps, tu vois. Donc we had it for 4 months duration. Donc en fait en tout pour lever ce montant, on a passé à peu près 12 mois, 1 an presque. From day one, starting to talk to investors to raising the fund, it lasted 12 months, 1 year. Et voilà, c'est ça en fait. Merci Yahya. De ton expérience donc avec ton parcours, et si tu peux partager 1 ou 2 compétences, skills que l'entrepreneur doit avoir pour pouvoir lever des fonds. Bon, je pense que le plus important, c'est toujours what's really important in a startup is the product and the KPIs, right? C'est tes chiffres et ton produit, en fait. Et we are really focused on that. We are very product driven. Donc, pour nous, c'était toujours comment on peut développer un produit qui crée de la valeur pour ses utilisateurs et comment on peut pousser nos KPIs, nos chiffres et tout ça. Et c'est ça le plus important dans une startup.
Et après, les investisseurs, ils donnent importance, les bons investisseurs, good investors, they give much importance to product quality and to KPIs. Donc, pour un entrepreneur, he needs to create an energy and a dynamic in the team to challenge the team to achieve really good KPIs and to iterate and build a really good product. Et en fait, après, moi, je pense que c'est ça le plus important. Hein. Ouais. Merci Yahya. Non, merci beaucoup. Et je vais passer à Amin Riss, donc CEO de Factoria. Même question que celle pour Yahya. Nous aimerions avoir votre retour d'expérience sur l'accès au financement pour une start-up tunisienne donc telle que Factoria. Et puis, si après, tu peux me donner une ou deux de ton expérience, une ou deux compétences que doit avoir un start-upper tunisien pour pouvoir lever des fonds et financer sa start-up. Ok, donc merci beaucoup Mazen. Donc là on est à Factoria, on est encore au stade de recherche et développement, donc on est en train d'améliorer notre prototype. Donc là on travaille sur la digitalisation des normes de management de l'énergie et de l'environnement pour l'industrie afin de leur permettre de mieux gérer leurs déchets et de réduction en termes d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes en accélération Innovation City. Donc, comme l'a mentionné tout à l'heure Madame Bouthaina, il donne accès à un financement pour accélérer le prototypage. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Ok, super. Donc, voilà. Aussi, nous avons eu accès à un financement du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique dans le cadre du projet PAC post-PFE, dont a mentionné tout à l'heure Sirais. Donc, on développe encore notre solution avec nos clients pilotes. Donc, jusque-là, c'est super beau. Mais voir de l'autre côté, donc, par exemple, pour avoir le financement du ministère, on attend depuis plus qu'une année, donc sur un très petit montant de 35 000 dinars. Voilà, donc là, pour un entrepreneur, il doit être un Superman, donc pour avoir accès à des financements, pour avoir accès à l'accompagnement, pour pouvoir améliorer son proto, pour pouvoir recruter, pour pouvoir travailler sur l'innovation. Et quand on parle d'innovation aujourd'hui, on parle d'un grand changement. Donc, ce n'est pas uniquement basé sur la technologie. Quand on parle d'innovation, c'est plusieurs acteurs qu'il faut préparer à un changement, c'est plusieurs acteurs qu'il faut adapter à de nouvelles habitudes. Et c'est un challenge pour accepter leur résistance à ce changement. Donc, le gap aujourd'hui qui existe entre la recherche et le marché, donc, que ce soit à travers les universités, à travers les centres de recherche, etc., et ce qui existe sur le marché, les industries, etc. Donc, il y a un grand gap qu'on voit. Et ce qui n'a pas de valeur aujourd'hui, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire en Tunisie n'est pas vraiment valorisé. Et c'est pour cela qu'on cherche à faire tout ça tout seul. Donc, c'est un très grand challenge. Mais quand même, the journey, we are enjoying the journey parce que c'est très challengeant. On est en train de créer un certain changement. Donc, voilà, je crois que c'est ça. Oui, merci Amin, merci beaucoup. Last but not least, je vais passer à M. Saïd Benjelili, donc le CEO de Bramper, donc Branding and Perception, si je me souviens bien. Je vous laisse la parole, Saïd, pour partager avec nous aussi votre expérience et témoignage. C'est à vous. Merci beaucoup, Mazen, et merci à tous les panélistes d'avoir relaté les potentiels et les avantages que pourront avoir les start-upers et les entrepreneurs. De notre part, je suis Saïd Benjelili, je suis le CEO de Bramper. C'est une start-up tunisienne spécialisée dans les études comportementales faites en ligne. En fait, nous avons fait notre propre plateforme de survey, créé nos propres algorithmes
de croisement de données. Nous avons quantifié la perception humaine. Et voilà, donc notre MVP a été lancé depuis 2017. Donc pour lancer le projet, faute de moyens, nous avons contracté un microfinancement. C'était un peu difficile, c'était voire même très difficile parfois, puisqu'on n'avait pas de ressources. Nous avons aussi participé à plusieurs concours. Nous avons gagné certains concours. Et actuellement, nous sommes en train de générer du chiffre d'affaires, malgré que nous n'avons pas eu le prélabel. Et nous n'allons pas arrêter notre expérience et nous allons repostuler bientôt pour le prélabel. Donc, pour ma part, je conseille les entrepreneurs à persévérer, à ne pas baisser les bras, que ce soit des refus au prélabel ou au label, que ce soit des refus pour des concours ou de financement. Il ne faut pas baisser les bras et attendre que le changement arrive. Il faut être son propre changement et acteur de réussite. Pour ma part, et d'après ce que j'ai entendu des panélistes, je voudrais aussi mettre un petit peu le point par rapport à la différence entre le théorique et le pratique. Malheureusement, il y a un grand gap entre les deux. C'est beau d'avoir des lois, c'est beau d'avoir des avantages, c'est beau d'avoir des fonds, mais le temps d'avoir accès à ces fonds, d'avoir accès à ces process d'accélération ou d'optimisation, il y a une grande différence. Donc, je souhaiterais voir l'amélioration et la facilitation d'accès à ce type de financement. Je donne un exemple. Dernièrement, nous nous sommes inscrits sur la plateforme Je Sol Invest et malheureusement, rien de nouveau. On n'a pas eu de retour, on n'a pas eu d'informations ni de notification d'avancement sur le dossier. Donc, j'aimerais bien avoir des nouvelles, positives ou négatives, on s'en fout. Nous, notre objectif, c'est d'avoir au moins l'information pour pouvoir avancer. De ce fait aussi, je propose à tous les intervenants, s'ils ont besoin d'aide, de faire appel à nous. Nous serons heureux de participer de notre manière à nous, à aider, à contribuer à l'évolution de l'écosystème, que ce soit start-up ou entrepreneurial en Tunisie. L'essentiel, c'est déjà de connaître la bonne information, d'avoir une certaine culture d'échec pour apprendre à réussir. C'est ce qui nous manque en Tunisie, malheureusement, mais, et aussi à perpétuer cette bonne démarche et voir de nouvelles success stories. Je souhaiterais simplement savoir le taux de réussite et d'échec par rapport aux start-upers, par rapport aussi à l'accès au financement des jeunes entrepreneurs. Donc, il faut mettre le point sur les échecs pour connaître les causes et les conséquences, mais aussi pour mettre en place aussi des solutions et des process pour que tout le monde réussisse à sécuriser des fonds et pérenniser son projet. Merci beaucoup. Merci Saïd, oui, c'est très important. Et encore une fois, c'est pour ça que nous, dans cette série de webinaires, on essaie d'avoir tous les acteurs autour d'une même table, on va dire, virtuelle, et de discuter et d'avoir aussi cette expérience qui vient du terrain, qui vient donc des startups tunisiennes et qui ont essayé, et puis juste pour nous concrétiser de quoi on parle. Merci encore Saïd, et merci à tous encore une fois pour cette conversation très très riche. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de notre discussion, celle des recommandations. Et pour ce deuxième tour de table, je vais demander à chaque invité de partager avec nous, comme d'habitude, en 2 minutes, une recommandation, qu'elle soit pratique, tangible, hein, et que vous pensez prioritaire à mettre en place pour améliorer donc le système existant. Donc, est-ce que j'ai des volontaires ou je commence? J'aime bien nommer, moi. Non, pas de volontaire, pas de volontaire. Mais je vais commencer par les jeunes, en fait, par les jeunes start-upers. Et puis, je vais commencer par Amine, s'il te plaît. Est-ce que tu as une recommandation? Oui, tout à fait. Donc,
il y a plusieurs recommandations. Donc, par exemple, pour tout entrepreneur ou toute personne qui veut prendre l'initiative d'entreprendre, c'est important de donner de son temps pour la communauté d'entrepreneurs, pour améliorer sa communauté d'entrepreneurs. Par exemple, de ma part, je suis arrivé à représenter Startup Grind, qui est une des plus grandes communautés d'entrepreneurs dans le monde. Donc là, on organise des événements pour éduquer, pour inspirer les entrepreneurs. Donc là, il faut donner 10%, disons, de son temps pour améliorer la communauté à laquelle on appartient. Donc, parce que ceci va nous aider à avancer. Ceci est applicable pour la communauté, même pour le pays et pour un continent. Donc, c'est super important de ne pas travailler uniquement pour soi, mais travailler pour la communauté afin d'avancer et de rendre cette communauté un peu toujours meilleure. Donc, une autre recommandation, c'est de bien choisir le programme d'accompagnement adéquat, de bien choisir un investisseur. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, on n'est pas là pour, disons, on n'a pas beaucoup de choix pour ça, mais c'est important de trouver le meilleur programme d'accompagnement adéquat à l'idée, adéquat à l'écosystème, adéquat à la communauté sur laquelle on travaille. Et c'est important de trouver un investisseur si c'est un partenaire en parallèle ou c'est un investisseur. Et la dernière recommandation, c'est de créer l'espoir et de garder cet espoir toujours et avancer, que ce soit pour lui-même, pour sa communauté et pour son pays. Merci. Merci, Amine. En fait, il fallait que je termine par toi parce que tu nous donnes de la positivité, de l'optimisme pour finir la journée. Mais en tout cas, c'est assez important ce que tu dis et on va prendre ça aussi pour nous, les non-start-upers. Yahya, peut-être? Oui, je pense que c'est important de, premièrement, trouver de mentors qui ont déjà levé de l'argent et de les challenger, de poser des questions sur leur expérience et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. It's very valuable for founders to find mentors who raised funds et qui lançaient des startups et qui ont levé de l'argent et tout ça. Je pense qu'un approach proche d'un entrepreneur qui a déjà levé de l'argent est très important. Donc, find your mentor. Second thing, en fait, pour un entrepreneur, il y a un learning curve sur l'investissement, pour le produit, donc il faut parler avec beaucoup d'investisseurs en fait. Il ne faut pas se limiter pour un seul investisseur ou deux investisseurs. Donc, c'est très important que for founders, he needs to be actively talking to investors. C'est vraiment la vie d'un entrepreneur aujourd'hui qui parle toujours avec des investisseurs, qui passe beaucoup de temps avec des investisseurs. Je pense que 20% de temps d'un entrepreneur, c'est de passer de temps avec des investisseurs. And you need to be consistent about it. Il n'y a pas des étapes, il n'y a pas des phases. Il faut toujours parler aux investisseurs. Et pour s'améliorer, pour comprendre plus ce que les investisseurs et pourquoi les investisseurs investissent et pour améliorer le pitch deck, la mémo, le plan d'investissement et aussi pour challenger l'équipe et pour connaître ses KPIs et tout ça. Et troisième point, je pense que c'est très important de concrètement réfléchir à ce problème que tu es en train de résoudre en tant qu'entrepreneur et comment tu peux, how you can solve it in a bigger scale. Et tu vois, nous, on se limite un peu avec quelques targets, quelques chiffres. Donc, pour un entrepreneur, I think it's really important to think in a really important scale. Si tu as un produit avec 20 utilisateurs ou 30 utilisateurs, what do you need to go to 1,000 users? And when you think in that scale, everything changes. Et c'est juste par rapport à la mentalité et le mindset d'un entrepreneur. Hein. C'est toujours de réfléchir to think in a much bigger scale. Et comme ça, en fait, tu attires des investisseurs. Et je vois maintenant ça avec l'expansion qu'on fait, par exemple, sur Casa ou sur Alger, ou sur Cairo, Bahreïn. On reçoit beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent pour investir à GoMyCode, juste sur le fait que voilà, we're scaling in different countries. We're bringing value to these markets.
et we're not doing it just locally. And it's really different. Donc voilà, 3 points. Voilà, merci. Merci, Yahya. Non, très intéressant. Saïd, de ton côté, recommandation? Oui, ma seule et unique recommandation, c'est la persévérance en fait, et de tenir bon, s'entourer d'une bonne équipe, chercher l'information, ne pas attendre à ce qu'elle vienne à nous, faire un bon network pour essayer d'élargir ses contacts et d'élargir aussi le potentiel de matching et voilà, être un membre actif de la communauté. Merci, merci beaucoup. Myriam, je vais commencer par toi. Alors, en fait, ma recommandation s'adressera plus aux grandes entreprises. Ayant eu une expérience de 10 ans dans une institution financière, en fait, il faut que les grandes entreprises telles que les banques, assurances, les opérateurs telco, les sociétés de distribution ou même l'État sortent de leur zone de confort et changent leur culture et leur organisation. En fait, ces grandes entreprises ont tout intérêt à travailler avec les start-upers pour 2 raisons. Elles vont certainement optimiser leur budget et gagner beaucoup d'argent et avoir accès à des solutions flexibles qui s'adaptent plus à leurs besoins. Et pour cela, il faudrait que l'organisation d'une grande entreprise change. Donc, il faudrait qu'il y ait un interlocuteur qui soit... il faut qu'il y ait de la rapidité dans la prise de décision, parce qu'on sait que de par les différents comités, les conseils d'administration, certainement les grandes acquisitions passent par des circuits un peu longs et c'est trop long pour un start-upper, il ne peut pas attendre. Et d'un autre côté, ces entreprises-là, ce changement d'organisation, cette nouvelle cellule qui doit être l'interlocuteur des start-upers, doit aider le start-up à améliorer son produit, lui donner du feedback, compresser les délais, etc. Donc, pour moi, c'est du gagnant-gagnant et il faut qu'il y ait un pas fait de la part de ces entreprises pour ouvrir les marchés et aider les start-upers. Parce que pour un start-upper, parfois, avoir une référence, c'est aussi important, si ce n'est plus important que d'avoir accès au financement. Voilà. Merci Myriam. Très important conseil et puis ça, c'est du big scale as well. Mouna, je vais passer à toi. Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est dans le cadre de cette période un peu charnière où la loi est sortie et les décrets ne sont pas encore sortis, c'est d'ouvrir en fait, de rendre possible pleinement la réussite du lancement du crowdfunding en Tunisie. D'abord parce que le sujet est né depuis déjà à peu près 5 ans sur le territoire tunisien et que si on veut, comme je l'ai présenté, que ça soit un outil complémentaire, il faudrait idéalement, en tout cas au démarrage, ne pas le verrouiller pour justement faire naître, donner envie aux jeunes de révéler leurs talents, de révéler tous les projets qui sont possibles sur l'ensemble du territoire tunisien. Et donc, du coup, ma recommandation serait d'avoir cette vraie démarche d'ouverture. Et donc, quitte à modifier par la suite pour évidemment que cet exercice se fasse de façon pleinement sécurisée, mais en tout cas, donner cette impulsion. Et première recommandation. Et la deuxième, donc ouvrir le champ des possibles le plus largement. Une fois encore, l'expérience internationale montre que le crowdfunding s'adresse à une pluralité de secteurs, d'activités et de projets. Et le deuxième, communiquer. Ça donne envie, ça donne confiance, ça donne crédit, comme on pourrait dire d'un point de vue étymologique, ça donne crédit à l'innovation et l'envie des jeunes tunisiens au sens large. Donc voilà, mes recommandations avec cette note d'espoir dans ce contexte un peu plombé économiquement lié au Covid. C'est pas parce qu'il y a un virus qui circule que les jeunes n'ont pas envie d'innover, n'ont pas de projet, n'ont pas d'idées. Les Tunisiens sont très bien formés, sont adeptes du numérique et donc voilà, je suis une nana positive et je pense que le crowdfunding donne toute cette énergie et révèle le champ des potentialités. Voilà, petit propos. Merci.
Merci Mouna, merci. Sylvie, si je peux passer à votre recommandation de votre point de vue un peu extérieur et le micro. Voilà, Oui, merci. merci. Moi, en tant que financeur public, ce que je peut-être proposerais, c'est de continuer tous les efforts et tous les progrès accomplis, hein, parce que c'est pas rien d'avoir créé un fonds de fonds et puis de s'occuper de la labellisation des startups et de préparer le financement de l'écosystème avec des outils de financement comme des subventions, des avances remboursables, etc. Donc, franchement, vraiment, c'est très bien. Et donc, je ne pourrais dire que continuer. Et continuer, alors dans le sens où il faut effectivement préparer le continuum de financement. C'est-à-dire qu'au-delà de créer des subventions et de s'intéresser aux startups, c'est très bien, effectivement. Mais après, il faut aussi continuer à financer les entreprises et les projets quand ce ne sont plus des startups et quand ils ont dépassé le stade de la faisabilité, de l'entrée sur le marché, etc. Il faut continuer à financer les projets d'innovation et les PME qui ne sont plus des startups, mais qui deviennent des PME innovantes. Et donc ça, je pense que ma recommandation, ce serait de peut-être réfléchir sur une fusion des dispositifs qui, comme l'a présenté M. Kaïs Mejri, sont très dispersés. Donc, il faudrait peut-être essayer de les regrouper pour avoir plus de force de frappe sur les cibles qu'on veut atteindre. Et puis, peut-être aussi travailler plus en coordination entre le public et le privé. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sylvie, merci. J'ajouterais, Mazen, il faut que, pour répondre aussi à ce qu'a dit Myriam et à ce qu'a dit Yaha qui disait qu'il fallait continuer de discuter avec les investisseurs parce que ça faisait améliorer son pitch deck, etc. Eh bien, il y a aussi la plateforme que vous êtes en train de mettre en place, de liaison entre les investisseurs et les start-upers, et ça, c'est une très bonne initiative. Oui, merci Sylvie. C'est l'initiative et la plateforme Investi qui est la communauté la communauté tunisienne Eurocuity. Donc, c'est la plateforme pour mettre en contact les investisseurs et les start-upers tunisiens. Et pour commencer, et après, ça va s'étendre un peu à la région et à l'Europe, etc. Mais merci Sylvie. Je vais passer à Mohamed. Mohamed, une recommandation de votre côté? Oui, alors vous avez parlé de communauté, vous avez parlé d'écosystème, etc. Je pense que le travail doit être fait autour de ça, c'est-à-dire le renforcement de capacité de tous les acteurs, tout confondu, pour que tout le monde évolue dans la même direction. Je pense qu'aujourd'hui, avec le trend qu'on a, donc première priorité et recommandation, c'est vraiment les startups labellisées aujourd'hui qui sont là. Donc, je précise que labelliser, ça veut dire que c'est des sociétés, des startups qui ont essentiellement deux choses, c'est-à-dire innovation, c'est des entreprises innovantes, mais aussi scalable, c'est-à-dire qui ont une capacité extrêmement intéressante de croître. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un vivier de startups qu'il va falloir accompagner, donc tout l'écosystème, incubateur, accélérateur confondu et toutes les structures d'accompagnement et les programmes qui sont déjà là. Donc, on doit les encadrer, mais aussi et surtout le financement. Donc, comme j'ai dit, 25% de sociétés labellisées, de startups labellisées ont eu un financement. Très probablement, ce n'est pas un financement qui est suffisant parce que c'est du seed money. Donc, il faut toujours donner tous les jours pour que les sociétés puissent avoir les ressources nécessaires. Et les 75% autres, il va falloir aujourd'hui donc leur donner le financement nécessaire. Donc, on a un grand parcours à faire ensemble, tout le monde, co-investissement aussi. Et c'est pourquoi donc, les acteurs de l'investissement doivent travailler ensemble, apprendre à travailler ensemble. Il y a des problématiques extrêmement importantes qu'il va falloir discuter.
voir les bonnes pratiques de gestion, bonnes pratiques d'investissement, la thèse d'investissement, etc. Parce qu'il y a des problématiques de valorisation, il y a des problématiques de structuration des deals, il y a du non-dit aujourd'hui, et je le dis, et je le mets sur la table, parfois des start-upers qui ne sont pas très satisfaits par les structurations à travers les investisseurs, ils disent que nous sommes des vautours, ils disent que nous ne sommes pas des humains, nous sommes, etc., etc. Donc là, il faut vraiment avoir une charte, donc une doctrine, et que les intérêts essayent d'être alignés à partir de valeurs et à partir d'un commun, de commune compréhension de ce qui se passe, etc. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, aussi au niveau des contrats, des pactes actionnaires, etc. Cette armada donc juridique et légale, etc., il va falloir aussi se pencher sur elle, et dans un esprit vraiment de partage et de collaboration et de bienfait pour l'économie tout entière, parce que je retiens votre mot, Mazen, c'est vraiment des secteurs qui ont montré leur résilience et leur capacité de pivotage, etc., lors de la crise, et qui ont, comme a dit il y a une heure, Madame Benirlet, qui ont eu des réponses claires, par exemple, au niveau des problématiques de santé et problématiques post-Covid. Merci, Si Mohamed. Je vais passer à Madame Boutaïna, s'il vous plaît, pour votre recommandation. Merci beaucoup. Moi, j'allais donner 4 recommandations, si vous permettez. La première, c'est pour faire face au manque du continuum, comme venait de dire l'un des intervenants, dans les produits financiers mis à disposition des entrepreneurs et des start-upers. Il est important de proposer une gamme complète des sources de financement pour les accompagner dans les différentes phases de croissance. C'est bien aujourd'hui qu'on a un fonds de fonds, c'est le premier en Tunisie, c'est le premier sur le continent africain. Ça va permettre d'alimenter les child funds, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait encore plus des mécanismes agiles et flexibles, que ce soit en subvention, en dette ou en equity. Donc, c'est ça la première recommandation. La deuxième, c'est l'importance de construire un écosystème favorable à l'épanouissement des startups et qui doit passer par la structuration de l'investissement privé. Et là, je rejoins vraiment Mariam, les banques, les assurances, les grandes entreprises, c'est important qu'ils se mettent vraiment en contact dans cet écosystème général. La troisième, et en continuité, c'est l'importance d'un rapprochement entre les industriels et le monde académique. Université, recherche et développement, laboratoire de recherche. Donc, investir aujourd'hui en intelligence artificielle, ça ne peut être que win-win pour les chercheurs, que pour les industriels et le monde professionnel en général. Ma quatrième recommandation, et là je me rejoins à l'une des participantes qui a mis en chat l'importance de tout ce qui est chercheur, docteur, surtout en cette situation. Juste entre parenthèses, moi-même, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis directrice de recherche dans un laboratoire de recherche. Et j'ai mené plusieurs thèses de doctorat en IA. Et là, ma quatrième recommandation se base sûrement sur ça, c'est les startups d'État. On a besoin de libérer le plein potentiel d'innovation de l'État et du secteur public. Pourquoi pas ne pas avoir un lab d'innovation? L'État a énormément de problèmes qui nécessitent d'être résolus et leur résolution pourrait se faire via nos jeunes, nos start-upers. Il faut vraiment libérer ce potentiel-là pour leur permettre de nous offrir des solutions out of the box. Avec la technologie, avec l'innovation, on pourrait avancer. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon premier mot, il faut qu'on fasse ensemble et que nos efforts convergent
pour faire de la Tunisie un hub de l'innovation, promouvoir les solutions technologiques made in Tunisia et par des Tunisian Brain. Si vous permettez, après, Mazen, j'aimerais bien répondre à 2 chats, mais terminez vos recommandations parce que j'en ai vu 2 questions à qui je dois répondre, notamment sur Joussur Invest et la différence entre fonds de fonds et caisse. Merci. Bien sûr, Madame Boutaina, il n'y a pas de souci. Et je vais terminer sur les recommandations avec Sirfaïs et ce que vous dites avec. Donc, merci pour ces recommandations aussi. Hein, elles sont assez pratiques et donc qui peuvent être mises en place avec un peu d'effort et de volonté. Et je vais continuer donc avec Sirfaïs pour terminer avec ses recommandations. Et je travaille beaucoup avec Sirfaïs et c'est l'une des personnes du secteur public qui essaye comme vous l'avez dit en dernière recommandation, de libérer ce potentiel d'innovation par rapport au secteur public. Donc, Sirfaïs, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Et je remercie tous les panélistes pour les recommandations qui sont vraiment toutes pertinentes et touchent vraiment au cœur du sujet. Bon, au risque de me répéter sur certaines remarques, recommandations, personnellement, j'ai 2 ou 3 recommandations que j'estime importantes. La première, c'est tout ce qui est financement public, il doit être assaini et en se basant sur 4 ou 5 axes. Premièrement, d'abord, c'est couvrir tout le cycle de projet. On voit pas mal de projets qui sont financés, mais malheureusement, après avancement, ces projets échouent parce qu'il n'y a pas un relais pour prendre en charge l'étape suivante de niveau de développement d'un projet. Moi, j'appelle ça le syndrome de TRL 4 et 5 en Tunisie. On arrive à financer le premier prototype et après, tout le projet disparaît parce qu'il n'y a pas un relais de financement supérieur. Donc, il faut couvrir tout le cycle de projet. Le deuxième axe, c'est assouplir les procédures. Les procédures de décaissement et de dépenses des financements publics sont suivent généralement le cycle de vie des finances publiques, c'est-à-dire l'année budgétaire. Or, je gère un programme national de recherche-innovation et on perd parfois entre 3 à 6 mois pour débloquer la deuxième tranche parce qu'on est parti vers une nouvelle loi de finances et pour ouvrir les budgets, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas adapté au rythme et au cycle de vie et aux nécessités des startups ou des entreprises innovantes. Troisième axe, c'est le one-shop stop. Il ne faut pas avoir plusieurs intervenants, il faut avoir un guichet unique de financement de l'innovation, notamment dans le secteur public, un guichet unique qui centralise les procédures, centralise l'information et vraiment une visibilité, même si on garde plusieurs intervenants en back-office, mais on devrait garder un seul guichet unique pour tout le monde. Troisième axe, c'est le système compétitif. Arrêtez de donner tout à chacun et distribuer des miettes. Il faut mettre une vision et des priorités et donner des gros paquets pour arriver à réussir à aboutir à des projets qui sortent sur le marché. Il faut sortir vers le marché. Et notre remarque, c'est que la majorité des technologies, des innovations sont tirées par la technologie, ne sont pas par le marché. Et ça, c'est une problématique très importante, notamment dans le secteur des laboratoires de recherche. Il faut que l'innovation soit tirée par le marché. Deuxième remarque, c'est le renforcement de capacités. L'on constate que la majorité des intervenants dans l'écosystème, ils n'ont pas une capacité adaptée pour suivre au niveau d'évaluation, l'évaluation des marchés, l'évaluation ou l'encadrement des startups. Donc, il faut vraiment mettre en place un système pour renforcer les capacités, non seulement des startups, mais également des structures qui interviennent dans l'octroi des financements et également dans le secteur financier, parce qu'on en remarque qu'il y a plusieurs banques maintenant qui s'intéressent au fintech, au financement des innovations, mais n'ont pas cette culture de bien évaluer les projets. Et en ce sens, ils estiment que tous les projets innovants sont très risqués, alors que ce n'est pas toujours vrai. Et donc, il faut renforcer les capacités de l'écosystème sur tous les plans. Donc, voilà. Pas de recommandation,
mais une annonce. Je vais vous partager dans la partie de discussion 3 chatbots que nous avons développés avec une start-up tunisienne et qui répondent d'une façon intuitive et avec le dialecte tunisien sur 3 mécanismes de financement de l'innovation, le programme national de recherche innovation, le BML, le programme de mise à niveau et les mécanismes de financement de l'API. Donc, c'est un scoop, c'est expérimental. Je vous invite à essayer. Si cela, ça paraît parfois des réponses qui ne sont pas adaptées, c'est l'objectif de la manœuvre. Si on va essayer d'améliorer le rendement de ce chatbot. Et on remercie en ce sens iCompass, qui était notre partenaire dans le développement de ce chatbot, et également la GIZ qui nous a soutenus financièrement pour ce projet-là. Merci Sirfaïs, et merci pour l'annonce du chatbot, des 3 chatbots. On va essayer de regarder ça et vous aider aussi à les améliorer parce que c'est la pratique avec les chatbots qui va les améliorer. Madame Benirlan, je vous laisse répondre aux 2 questions et puis après je terminerai. Merci. Très rapidement, la première question qui émane de M. Arif Meddeb qui demande quelle est la différence entre un fonds de fonds et une caisse, et la caisse. Donc, le fonds de fonds, tout simplement, c'est un mécanisme de financement qui est défini dans le cadre d'un règlement intérieur agréé par le CMF, le Conseil du marché financier. Il a des souscripteurs et la caisse est parmi les sponsors et les souscripteurs de ce fonds de fonds, et il a une société de gestion qui est Smart Capital. Par contre, la caisse qui est la CDC, c'est un établissement public qui gère des ressources privées. La CDC gère l'épargne. Nous, on les appelle les ressources sacrées. Ce ne sont pas les ressources du contribuable. Ce sont des ressources privées collectées dans la caisse d'épargne majoritairement, mais on a aussi d'autres ressources provenant des consignations ou d'autres lignes de financement. Notre rôle, c'est en premier lieu, de sécuriser et fructifier les ressources mises à notre disposition et deuxièmement, faire de l'investissement de long terme. Et l'investissement sur l'innovation, c'est un investissement de long terme. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième qui concerne Joussour. Joussour, donc si Saïd Benjelili et Madame Asma Gabel, je pense ils ont demandé sur le manque d'informations ou de retour, les délais, etc. Effectivement, ce qu'il faut savoir que la CDC, en tant que owner de cette plateforme, mais en collaboration avec la BVMT, la Bourse de Tunisie, et la TIC, l'Association tunisienne d'investissement en capital, et avec l'appui de Tunisia Jobs et l'USAID, a mis en place Joussour Invest en tant que plateforme pour améliorer la mise en relation avec des PME avec les sources de financement afin de leur permettre d'assurer vraiment un rééquilibre, un équilibre de leur bilan, de leur développement, de leur croissance. Donc, que nous, en tant qu'acteurs owner de cette plateforme, on n'a aucun rôle, aucune interférence. Donc, c'est une mise en relation entre une catégorie des PME demandeurs et des investisseurs. Néanmoins, nous-mêmes, nous faisons de l'évaluation et probablement on fera de sorte à inciter les investisseurs à répondre au moins pour que les demandeurs aient un feedback et qu'ils ne restent pas en attente continue. Je vous remercie. Merci Madame Boutaina, merci beaucoup. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à plus de questions puisqu'on a déjà dépassé le temps de 30 minutes. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez d'autres
d'autres réunions. Donc, on va terminer là et on essaiera de répondre aux questions de nos participants via donc, la page Facebook du projet Innovi. Et donc, encore une fois, merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir été concis, pratique, concret et honnête dans vos interventions et d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos retours d'expérience du terrain. Et tout cela, bien sûr, dans un but commun, contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt.